Au début des années 80, les relations diplomatiques entre les États-Unis et l'URSS sont dans un état déplorable. Les années 70 ont été une alternance de crise et de pas en avant, mais la nouvelle décennie débute par un énorme ébranlement. L'invasion soviétique de l'Afghanistan du 26 décembre 1979. Le président américain Jimmy Carter et son administration mettent immédiatement fin au programme d'échanges culturels et économiques existant entre les deux pays et boycottent les Jeux Olympiques de Moscou de 1980. La réponse la plus grave sera cependant le refus américain de ratifier le traité SALT II sur la limitation des armes stratégiques, ce qui freine le progrès sur le désarmement nucléaire. Le manque de communication entre les deux pays qui détiennent l'écrasante majorité du potentiel nucléaire mondial est un énorme problème, et la menace des missiles intercontinentaux pointés dans les deux sens occupe les esprits du monde entier. Quand la diplomatie officielle arrête de fonctionner, les activistes civils se voient obligés d'assumer la responsabilité de créer un dialogue. L'idée est idéaliste et peut-être un peu naïve. Peut-être si on pouvait juste faire en sorte que les deux camps se parlent, on pourrait en finir avec la guerre froide. À l'époque, les moyens pour le faire sont très limités. Rien que d'organiser un appel téléphonique prend des semaines. Mais les enthousiastes des télécommunications ont une vision, le satellite, qui permet de mettre en place des proto-visioconférences entre deux endroits éloignés du globe. Et ainsi, pendant une brève partie de la guerre froide, l'URSS et les États-Unis seront engagés dans un dialogue sous la forme de télédiffusion expérimentale à double sens. Ces émissions seront appelées Space Bridge, ou pont de l'espace aux États-Unis, et Telemost en russe, ce qui veut dire pont télévisé ou tout simplement télépont. Nous sommes encore loin des réformes de la perestroïka qui entraîneront une transparence inédite en URSS avant sa chute complète. Et pourtant, une révolution invisible est déjà en marche, non pas au niveau des gouvernements, mais au niveau des citoyens ordinaires. Et l'histoire de comment ces initiatives de communication citoyenne ont vu le jour est particulièrement loufoque. On pourrait croire qu'aujourd'hui ces obstacles n'existent plus, mais si vous suivez l'actualité, vous savez que l'accès à la communication n'est pas sans obstacle en Russie actuelle. Ceux d'entre vous qui me suivent sur Instagram savent que j'étais en Russie en décembre, et là-bas Instagram et Facebook sont bloqués. J'étais donc obligée d'utiliser un VPN pour publier des stories et communiquer avec mes proches. Dans ce genre de situation, il est important de choisir un VPN de confiance, car vous envoyez vos données à travers leur serveur. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Un VPN est un logiciel qui va chiffrer votre activité en ligne et modifier votre adresse IP. C'est particulièrement utile quand vous avez besoin d'utiliser un Wi-Fi public, où vous ne contrôlez pas qui a accès aux données que vous envoyez. Mais aussi, l'un des avantages d'un VPN est qu'il peut modifier votre géolocalisation et vous offrir l'accès au contenu indisponible dans votre pays. On donne souvent l'exemple de Netflix, mais ça s'applique aussi aux plateformes moins mainstream. Par exemple, je suis fan de Drag Race, petit fun fact, et je suis abonné à leur plateforme. Mais en France, je ne peux pas regarder Drag Race France car c'est France Télévisions qui a les droits. Avec CyberGhost, en un clic, je suis dans un autre pays et je peux regarder tranquillement. De plus, le prix de certaines souscriptions en ligne varie en fonction du pays, mais ça, c'est pas moi qui vous le dis. CyberGhost est l'un des meilleurs choix de VPN. Il compte 38 millions d'utilisateurs et est très bien noté sur Trustpilot par plus de 21 000 avis, qui apprécient notamment la grande sélection de serveurs, avec 11 000 serveurs dans 100 pays, la facilité d'utilisation et leur SAV très réactif. CyberGhost fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, même les Smart TV et les consoles de jeux, et un seul abonnement protège jusqu'à 7 appareils à la fois. Si vous voulez essayer CyberGhost VPN, en cliquant sur le lien en description, vous profiterez d'une réduction de 83%, soit un abonnement à 2,03 € par mois, plus 4 mois supplémentaires gratuits. CyberGhost a une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, donc vous n'avez rien à perdre et tout à gagner en termes de votre sécurité en ligne. Je vous invite à en profiter. Aujourd'hui, il est difficile de se rendre compte à quel point les enthousiastes des technologies de télécommunication des années 70-80 étaient impliqués dans la parapsychologie et les idées New Age. La manière dont on imagine la technologie du futur ne se réalise pas toujours, ce que nous avons observé à plusieurs reprises, entre les hoverboards de Retour vers le futur ou les voitures volantes du 5e élément. Outre le défi technologique, souvent ces inventions ne sont tout simplement pas compatibles avec la forme qu'a pris notre vie quotidienne. Rien que l'appel en visio, bien qu'il s'utilise
utilise beaucoup, n'a pas fini par remplacer le simple appel téléphonique qui souvent est beaucoup plus pratique. De la même manière, imaginez-vous à la place de quelqu'un qui a vu naître la communication immatérielle au cours de sa vie. Si un message, une voix, une image peut être transmise par des ondes invisibles dans l'air à l'autre bout du globe, ce n'est pas un saut de logique énorme d'imaginer que peut-être on pourrait éventuellement le faire avec les ondes cérébrales, ce qui veut dire par télépathie. Même l'un des pionniers de la radio, Guglielmo Marconi, pensait que les ondes radio ne disparaissaient jamais et qu'éventuellement ils pourraient capter les voix des morts. Et donc pendant un temps, l'optimisme technologique, avant qu'une certaine désillusion ne s'installe pendant les années 80, était entrelacé avec les croyances futuristes qui aujourd'hui paraissent ésotériques et quelque part infondées. Le rideau de fer et ce mélange de peur et de curiosité qu'il créait stimulaient l'envie de trouver une forme de communication, comme l'écrit Aleina Lemon, l'autrice de Technologie pour l'intuition, les cercles de la guerre froide et les rayons télépathiques. Les recherches soviétiques sur la télépathie et d'autres formes de transmission extrasensorielle, que j'aborde dans ma vidéo sur l'ésotérisme et la parapsychologie en URSS, étaient connues dans certains cercles aux États-Unis et attisaient la curiosité de ceux qui partageaient le même penchant. En 1970, Sheila Ostender et Lynn Schroeder publient un ouvrage intitulé « Découverte psychique derrière le rideau de fer », qui déclenche un afflux de parapsychologues américains en URSS dans les années 70. Une visite en particulier est la plus importante pour notre histoire. En 1971, l'URSS accueille une délégation d'Esalen Institute. Esalen Institute était fondé par Dick Price et Michael Murphy, deux jeunes diplômés du Stanford, disciples d'Aldous Huxley et de ses idées sur les capacités latentes de l'homme. L'Institut était le cœur du mouvement du potentiel humain et offrait une place pour les pratiques New Age qui allaient de l'éco-psychologie au chamanisme et inclut donc des recherches sur les capacités humaines extraordinaires. Murphy lui-même défendait l'idée que les capacités extrasensorielles étaient une continuation de l'évolution humaine. Malgré tout, l'Institut arrivait à jongler la marginalité de ses idées et le maintien d'une place dans le réseau institutionnel, disons, respectable. Grâce à Stanford, Price et Murphy avaient des connexions avec des personnes bien placées, ce qui permettait à l'Institut d'attirer des financements et des acteurs publics majeurs à leurs initiatives. Michael Murphy visite donc l'URSS et très rapidement commence à établir des connexions avec le milieu parapsychologique soviétique. Il y rencontre notamment l'acteur et télépathe Karl Nikolaev, avec qui il réalise ce qu'on pourrait appeler le premier télépont entre les États-Unis et l'URSS. Sauf qu'ici, il s'agit de télépathie. En 1971, Murphy à San Francisco et Nikolaev à Moscou réalisent une expérience au cours de laquelle Murphy transmet 5 images à Nikolaev par la pensée, avec un taux de réussite discutable. Ce n'est que la première étape des relations entre les parapsychologues soviétiques et américains, et des connexions continuent à se développer. L'un des événements marquants de ce dialogue sera le colloque international sur l'inconscient à Tbilissi en 1979. À l'époque, la psychanalyse et l'idée de l'inconscient en général étaient un thème politiquement dangereux en URSS. L'événement était donc risqué, mais à la grande surprise de tout le monde, il a fini par avoir lieu et a attiré tous les acteurs majeurs de la parapsychologie de l'époque, dont la guérisseuse Juna dont nous avons parlé dans ma vidéo sur la question. C'est pendant ce colloque que Michael Murphy et son épouse Dulcie rencontrent un certain Joseph Goldin. Goldin était un personnage très intéressant. Il se présentait souvent comme impresario ou freelancer, ce qui sonnait très étrange en URSS. Et personne n'était vraiment sûr de ce qu'il faisait concrètement. En réalité, il touchait à peu près tout et n'importe quoi. Il était scénariste pour la télévision et la radio nationale, Gostele Radio, organisait des séances de suggestion hypnotique, publiait des articles sur la télépathie et parfois travaillait même en tant que marin sur les bateaux de transport de marchandises en Arctique. Il était très actif dans les cercles moscovites. Le voici d'ailleurs chez Juna, qui accueillait notoirement la crème de la crème des artistes de l'époque. Et ceux qui le connaissaient le décrivaient comme le fou du village à l'échelle planétaire. Mais malgré sa réputation, il en reste très peu de traces écrites, bien que des interviews vidéo existent. Et Goldin était passionné par les perspectives de communication à travers l'écran, qu'il considérait vivantes et complètes, contrairement à la parole écrite. Ce qui est un peu ironique aujourd'hui quand on sait à quel point le texte reste le moyen de communication de prédilection sur Internet. Au retour du colloque de Tbilissi, Dulcie Murphy lance son programme d'échange soviéto-américain à Esalen. L'initiative qu'il souhaite développer amasse rapidement le titre Track to Diplomacy, ou diplomatie parallèle, ou encore diplomatie citoyenne, une forme de diplomatie amatrice entre citoyens ordinaires. Jusque-là, la guerre froide était une affaire de professionnels.
Mais comme on l'a vu, au début des années 80, les professionnels avaient jeté l'éponge. L'idée du programme d'Esalen était donc de connecter les citoyens ordinaires, qui peuvent aller sur des thématiques auxquelles la diplomatie officielle n'ose pas toucher. Et peut-être que si les citoyens se parlaient, les gouvernements suivraient. L'occasion de mettre en pratique cette nouvelle initiative se présente très rapidement. Au même moment, l'un des fondateurs d'Apple, Steve Wozniak, est en train d'organiser un festival appelé US, ou Nous, en Californie. À l'époque, Wozniak a, selon ses propres mots, tellement d'argent qu'il ne sait plus quoi en faire. Il décide donc d'investir une somme conséquente, 12,5 millions de dollars pour être exact, dans un projet qui a pour ambition de rivaliser avec Woodstock. Wozniak considérait que les années 70 avaient été une décennie nombriliste, chacun focalisé sur sa propre personne. Et le festival avait pour objectif d'unifier les gens pour une nouvelle décennie plus collaborative. Moins de moi, plus de nous, d'où le nom du festival. L'événement avait les plus grands noms de la musique de l'époque à l'affiche. The Police, Talking Heads, Ramones, Pat Benatar, Fleetwood Mac et d'autres encore. Aux côtés de Wozniak, le co-organisateur du festival a été le promoteur légendaire Bill Graham, qui a été une énorme influence sur le milieu du rock, et sa présence s'avérera très importante plus tard. Bien sûr, ce ne serait pas un festival du cofondateur d'Apple si la technologie n'était pas aussi au rendez-vous. La scène du festival était équipée d'écrans gigantesques de 15 mètres de hauteur afin de permettre au plus grand nombre de voir ce qui se passait sur scène. À l'époque, de tels écrans étaient rares et très chers même aux États-Unis, sans parler de l'URSS. Dans la logique unificatrice, ils ont alors l'idée d'utiliser ces écrans pour se connecter à l'URSS et offrir aux soviétiques la possibilité de présenter leur groupe et de profiter des concerts en Californie en direct. We're going to broadcast into Russia, and Russia's going to broadcast back to us, and during the US Festival on Labor Day, Russians and Americans are going to dance and party together via satellite, and the whole world's going to hear about it. L'URSS n'avait pas de technologie du même calibre, mais par concours de circonstances, Moscou venait tout juste d'accueillir les Jeux Olympiques en 1980, et des diffuseurs étrangers y avaient laissé du matériel de dernier cri. C'est donc Esalen Institute qui se pose en chaînon entre les organisateurs américains et soviétiques. Les Murphy se chargent de négocier avec Wozniak et l'ambassadeur soviétique aux USA, alors que Jim Hickman, le chef du programme d'échange soviéto-américain, se rend en URSS en juillet 1982, accompagné curieusement de l'astronaute de la mission Apollo 9, Rusty Schweickart. Dans l'espace, celui-ci aurait eu une expérience spirituelle qui l'a poussé à vouloir développer la communication entre différents pays. Ensemble avec Joseph Goldin, le trio se rend à Ostankino, le siège de Ghost Teleradio, et le projet se met en marche. Du côté de Ghost Teleradio, ce sont les employés du service des affaires étrangères, Pavel Korchagin et Sergei Skvortsov, qui sont chargés de la production. Sans surprise, c'est Joseph Goldin qui s'occupe du scénario du Télépon. Et ensemble avec le réalisateur Yuli Guzman, ils décident que pour un premier essai, ils n'ont besoin de rien d'autre que d'un échange de musique. Du côté américain, ils transmettraient la scène du festival. Et pendant les pauses entre les concerts, les groupes soviétiques joueraient leurs morceaux depuis un studio. Le rock avait toujours une réputation douteuse en URSS à l'époque, et il n'en existait pas de système de distribution officiel. Et vu la nature expérimentale du Télépon, il ne sera pas transmis à la télévision soviétique. Seul un public présélectionné d'environ 400 étudiants participera à l'échange en direct. Le festival US débute le 3 septembre 1982. Le premier Télépon avec l'URSS est planifié le 3e jour, le 5 septembre 1982. Et personne n'est vraiment sûr si la transmission par satellite fonctionnera. In a few minutes, on the screens to your left and right, they're going to attempt to connect with a rock and roll group far, far away, behind the Iron Curtain. If it works, it'll probably be a first. Okay, now, is this being sent? It's being sent to Los Angeles, one way, right now. It's going. We should go now, it's being taken. Le moment fatidique arrive et au grand soulagement de tout le monde, les images de Moscou apparaissent à l'écran. Wozniak n'en croit pas ses yeux. Le miracle technologique a fonctionné. Mais sa joie ne dure pas longtemps. Le sabotage vient de l'intérieur de la maison. Lorsqu'il voit que la transmission fonctionne, Bill Graham débranche le câble. Né à Berlin de parents juifs russes, il était méfiant du projet depuis le début et était convaincu qu'il s'agissait d'une provocation du KGB.
Pendant que le groupe Voskresenie joue leur première chanson à Moscou, les écrans du festival en Californie affichent le message de connexion interrompue. Les festivaliers du US ne voient donc pas le public soviétique. Mais au studio de Moscou, la diffusion continue et les jeunes soviétiques dansent et s'enjaillent sans avoir la moindre idée qu'il y a eu un souci. Le Télépon est donc un échec total. Mais pour le public soviétique, c'est un événement majeur. Et certains proclament en sortant « Désormais, je suis citoyen du monde ». Les organisateurs ne disent rien à leurs supérieurs et le programme d'Info Vremya fait un reportage sur le premier Télépon qu'ils appellent Moscow, Espace, Californie. Steve Wozniak perd énormément d'argent avec le festival, mais le profit n'était pas son objectif. Le festival est un succès, que ce soit pour le public, les artistes ou les innovations technologiques. Et une deuxième édition a lieu seulement 9 mois plus tard, en 1983. Tout est encore plus grand. À l'affiche, nous avons des géants comme Motley Crue, Ozzy Osbourne, David Bowie et Van Halen, qui jouent pour une foule de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et cette fois-ci, la connexion avec l'URSS finira bien par avoir lieu. Plus rien n'est laissé à la chance. La production est plus professionnelle, la ligne téléphonique est plus solide et le festival a une tente spécialement dédiée pour l'échange. Néanmoins, il est décidé que cette fois-ci, il serait bien de se parler. Goldin invite alors le présentateur Vladimir Pozner, qui deviendra un personnage central un peu plus tard. Et celui-ci animera l'émission depuis le studio soviétique avec son homologue Sam Keen qui se trouve dans la tente du festival. Ensemble, ils discuteront des thèmes prédéterminés comme la technologie, l'espace et le nucléaire, avec les cosmonautes et chercheurs invités. Et le public participera aussi en posant des questions qui seront traduites en direct. Les concerts, quant à eux, seront projetés sur l'écran de la scène principale comme prévu, dont le premier groupe de jazz rock soviétique Arsenal, et même un ensemble de chansons folkloriques russes. This is a popular musical group. They are playing to 200,000 people in Southern California, but it is not a typical performance. This is a Russian group, and they're performing live via satellite from Moscow. Le Télépon du festival US est un succès, et le format de discussion autour de thématiques prédéterminées plaît suffisamment pour être développé davantage. En juillet 1983, l'université de San Diego organise une émission intitulée « Moscou appelle San Diego, enfants et cinéma », qui connecte le campus au festival de films pour enfants de Moscou. Le Télépon consiste essentiellement en une projection de dessins animés pour un public d'enfants des deux côtés, suivi d'une discussion. En 1985, le Télépon Remembering War, Souvenir de la guerre, consacré aux 40 ans de la victoire, met en contact une quarantaine de vétérans de la Seconde Guerre mondiale à Moscou et à San Diego, parmi lesquels se trouve le fils du président Roosevelt, Elliot. Pendant 2 heures de discussion, les anciens soldats se remémorent leurs expériences et réfléchissent à l'impact de la guerre sur leur société, avec une projection des images d'archives qui aident à alimenter la conversation. Les deux camps se souviennent des amitiés qu'ils avaient formées l'un avec l'autre et suite à l'échange, Elliot Roosevelt déclare dans une interview que le Télépon aurait peut-être été plus efficace que n'importe quelle réunion officielle. Mon évaluation est que Gorbatchev mène la même politique que son prédécesseur et que notre président se méfie depuis toujours des intentions soviétiques. Toutes leurs réunions sont vouées à l'échec avant même de commencer. Nous avons démontré aujourd'hui que nous essayons toujours de construire un pont de compréhension, et les soviétiques ont montré qu'ils étaient tout aussi soucieux d'éliminer la menace d'anéantissement. Ce forum est un message des peuples aux dirigeants des deux pays. Bien que tous ces téléponts permettaient de créer des échanges nécessaires et libérateurs pour les participants, ils étaient tous centrés autour d'un thème strict et étaient par conséquent assez rigides. Les thèmes étaient choisis exprès pour éviter le débat politique et trouver un terrain d'entente. Mais en 1985, l'idée survient de réaliser le premier télépont au format de discussion libre. Pour la première fois, il n'y aura pas de thème prédéterminé et le public pourra parler de toutes les questions qui fâchent. L'initiative est lancée par le producteur américain Ed Wierzbowski. Il était déjà familier avec l'URSS après avoir travaillé sur un projet documentaire où un groupe d'Américains visitait l'URSS. C'est pendant ce tournage qu'il rencontre Pavel Korchagin des Affaires étrangères de Gosteleradio, l'une des personnes chargées de la production des téléponts précédents, et lui propose l'idée de cette conversation ouverte. Le choix du présentateur du côté soviétique est facile. À ce moment, Vladimir Pozner s'était bien établi comme interlocuteur privilégié pendant les téléponts, et il serait donc temps d'expliquer qui il est.
Aujourd'hui, il s'agit de l'un des journalistes russes les plus légendaires. Mais à l'époque, il travaillait, comme il le dit lui-même, dans la propagande, dans le département des programmes radio à destination de l'étranger. Il animait son programme en anglais à destination des États-Unis et du Royaume-Uni. Mais Posner a depuis toujours été un citoyen du monde. Né à Paris de mère française, il a passé son enfance à New York et parle anglais sans accent. Should we be surprised, Mr. Posner, that you have no accent? Well, the only reason why I don't have an accent, I mean, you know that all of us KGB-trained people don't have accents, come on. À partir de la fin des années 70, il devient un invité fréquent dans les émissions américaines, comme Nightline de la chaîne ABC, où il intervient en tant que représentant de l'URSS. Ce qui fait qu'en 1985, il est plus connu du public américain que soviétique. Du côté américain, Wierzbowski contacte le présentateur Phil Donahue. À l'époque, l'un des présentateurs de talk-show les plus connus à travers son émission nominative The Phil Donahue Show. Celui-ci accepte, malgré les critiques qui le traitent de naïf. Ce à quoi il répond « Quelle est l'alternative ? Prendre les enfants et attendre l'explosion ? Il nous tarde de nous poser des questions les uns aux autres sur nos vies, nos espoirs pour l'avenir. » Les organisateurs décident qu'il serait plus intéressant de mener le télépont entre deux villes qui ne sont pas des capitales. Et le choix tombe sur Leningrad et Seattle. Environ 150 personnes seraient présentes dans le public de chaque côté. Les autorités soviétiques veulent procéder comme à leur habitude et sélectionner les participants sur dossier approuvés par les divers comités du parti. Mais à l'époque, les Américains sont extrêmement parano de l'implication des services secrets, comme on l'a vu avec Bill Graham. Et ils croient que s'ils laissent les soviétiques sélectionner leur public eux-mêmes, le studio serait rempli de membres du KGB. Après quelques négociations, une équipe américaine se rend donc en URSS. Et accompagnée des organisateurs soviétiques, commence à approcher les gens dans les rues de Leningrad pour leur proposer de participer à l'émission. Les gens sont d'abord méfiants. Après tout, il est difficile de croire qu'on leur propose réellement d'apparaître à la télé, qui plus est pour parler avec des Américains. Mais dès qu'ils sont rassurés que tout est légitime, beaucoup acceptent volontiers. Le 29 décembre 1985, la connexion entre Seattle et Leningrad est établie, et le télépont commence. L'émission sera un enregistrement, et non pas en direct, car il y a 11 heures de différence de temps, et le montage sera fait séparément dans les deux pays. Aucun scénario n'a été prévu, et personne ne sait quelle direction cette conversation va prendre. Is Leningrad, USSR. And this is Seattle, Washington, in the United States. Today, these citizens from the Soviet city and these citizens from the US city will talk by television satellite on a Citizens Summit. Donahue avait prévenu les Soviétiques qu'il était certain que les Américains poseraient toutes les questions difficiles. Et c'est exactement ce qui arrive. Dès que les politesses sont échangées, les Américains demandent immédiatement ce que fait le gouvernement soviétique pour réduire le risque de guerre nucléaire. Et les Soviétiques leur retournent la question. Une dame essaye de retourner aux thèmes plus conviviaux, mais c'est Donahue lui-même qui alimente le débat en disant que les Américains posent ces questions car ils ne croient pas que les Soviétiques parlent librement. You should know that there's a good deal of skepticism in the United States about the integrity of the statements that you will make. Not a few Americans believe that you are not really able to speak from your soul for fear of reprisal from Soviet government authorities. Un homme soviétique se défend alors ainsi. How can we show you that we are not all from the Secret Service here? I'm also a teacher in a normal school, and I asked my children when I was preparing for this meeting, what would you like to know? Of course, they had difficulties because they know your country very well, and none of them at all thought that you couldn't say what you thought. Why do you think that about us? Well, if that's the case, then I'd like to ask the questioner, what is the city of Gorky and what is it used for? Les Américains attaquent sur la question d'Andrei Sakharov, physicien nucléaire soviétique qui était assigné à domicile dans la ville de Gorky pour ses critiques du gouvernement.
Les soviétiques n'étaient pas prêts pour ce genre de questions et sont pris au dépourvu. Ils commencent à se renfermer. Posner a du mal à faire participer les gens, et quand les Américains, mais surtout Donohue lui-même, posent la question de l'immigration juive, il y répond lui-même. Phil, this wasn't so much a question as a statement, which I would like to reply to, and say the following. That, of course, anybody who has had sufferings, who has suffered about this, we can understand that the question is why you have such bitter experiences. Where have they come from? Why do you only have negative experiences? Where are the positive experiences? You assume that we only have a country consisting of so many million unhappy people. You can leave the Soviet... Do you say that the Jews can't leave the Soviet Union just because they're Jews? Basically, in fact, Jews are the main immigrants, not the others. It's much easier for them, in fact, to immigrate. Well, why would 250,000 Jews emigrate from the Soviet I'd like Union? to know how you have such passionate feelings about our country. Where'd you get this figure from? Did you hold a referendum in our country or what? À ce moment-là, Donohue annonce qu'il a un autre exemple de liberté d'expression américaine. Il diffuse alors des images en provenance de l'extérieur du studio de Seattle, où un groupe avec des pancartes est en train de manifester contre le télépont. Les soviétiques voient la démonstration de ces images comme une provocation, et la confrontation continue, avec un homme soviétique qui demande pourquoi il y a des enfants parmi les manifestants et que comprennent-ils réellement à cette protestation. It was very interesting to see that demonstration for protesting against our friendly talks. And there are children there too. What do they understand? Doesn't it seem to you that someone is paying for them to do this? In Leningrad, listen to me. In Leningrad alone, we buried so many people, as many people during the war as were lost by all of America. And you know this full well. And whose advantage is it to us to have propaganda against us, including children in the demonstration? Answer me why this is happening. To whose advantage is it? La discussion tourne ensuite en direction du vol Korean Airlines 007, un avion de ligne abattu par l'URSS en 1983 qui a causé la mort de toutes les personnes à bord. Ils débattent longuement de si la décision de l'abattre était justifiée ou non, et le public soviétique contre-attaque sur la question de la guerre du Vietnam, puis du racisme américain. Il semble qu'il n'y a plus d'issue pour cette conversation qui devait être amicale. Du côté américain, les producteurs supplient Donohue d'y aller doucement, mais celui-ci, influencé par les critiques, semble déterminé à montrer qu'il n'est pas en train de fraterniser avec les soviétiques. À Leningrad, les producteurs ont peur. En URSS, il existe toujours un article de loi contre la propagande anti-soviétique, et à ce rythme, ils croient qu'ils vont y passer. Toute la tension accumulée à force de vivre avec des missiles pointés l'un sur l'autre surgit, et le public s'engueule parce qu'ils ont des raisons pour s'engueuler. Tout le monde attaque, personne ne répond vraiment, et chacun pointe l'autre du doigt. Quand soudain, un pêcheur d'Alaska prend la parole. I came here today because I was asked to because of my occupation. I'm a fisherman in Alaska, and I got a chance to meet some of your Russian fishermen up there in Dutch Harbor. I wish this wouldn't be all so political and we could get to know you. I think it's a bad way to start. I wouldn't have come here if I would have known it was going to be this political. I thought I'd get a chance to know more of the Russian people. This show, you've got to realize, is one of controversy, and that's what they're trying to do now, and I really feel unfortunate. I wish we could sit down and meet with you. Un soviétique le rejoint, et l'atmosphère se détend. Un professeur américain demande s'il existe un rêve soviétique, leur version du rêve américain. Les soviétiques parlent de leur perception des Américains, des droits des femmes, un vétéran du Vietnam critique Sylvester Stallone, et exprime le souhait de parler avec les vétérans de l'Afghanistan présents sur le plateau. I'm wearing this uniform in part to protest my own country's mistakes in Vietnam. I'd like to say that we today have a fantasy with violence. We worship a man by the name of Sylvester Stallone who impersonated someone like me who actually wore this uniform in Vietnam. And he thinks he was a Green Beret and wishes to speak for people like me. My dream is that someday Vietnam veterans who were deeply affected by the war and who know how wrong it was and who went there thinking that it wasn't wrong and who learned through reality that it was wrong will be able someday to get together with Afghanistan veterans from your society. Lorsque la mission s'achève, les soviétiques sont mécontents.
Malgré les dernières interventions globalement positives, Donahue décide de finir sur un mot critique envers le public soviétique. Et l'un des producteurs, Skvortsov, l'insulte et demande de lui passer le message. Les soviétiques s'attendaient qu'on vienne à eux le cœur ouvert, dit-il. De son côté, Donahue dira des années plus tard qu'il voulait absolument montrer que l'émission n'était pas organisée par le KGB. Ce mot de fin ne sera pas coupé de la diffusion soviétique, et une réponse de Posner y sera insérée à la fin où il fera une remarque ironique sur cette décision de son homologue. L'enregistrement dure plus de 3 heures. Après le montage, la télévision soviétique diffuse une émission d'1h10, et l'américaine encore moins, 50 minutes. Le montage soviétique est revu par un comité de Ghost Télé Radio et du parti, et au grand soulagement des producteurs, ils approuvent en disant même qu'il s'agit de la vraie télévision. Il est impossible de le prouver, mais il se disait que les télépons se faisaient sous l'approbation personnelle de Gorbatchev, et donc peut-être que l'ordre était déjà arrivé depuis là-haut. C'est la première fois que la plupart des Américains verraient un télépon, mais sa couverture restera assez limitée, avec 20 millions de spectateurs. La version soviétique, en revanche, aurait été regardée par presque tout le monde, comme le dit Posner, estimé à 150 millions de spectateurs. Mais l'importance de ce télépon était surtout dans le fait qu'il a su transformer le format en vraie télévision de qualité. Et c'est sans doute pour cette raison qu'on s'en souvient beaucoup plus que des autres. Donahue est sorti de ce dialogue un homme changé. Bientôt, il se rend lui-même à Moscou, et malgré leur antagonisme pendant le télépon, ils deviennent amis très proches avec Posner. Plus tard, à la chute de l'URSS, Donahue invite Posner aux États-Unis où pendant 3 ans, ils animeront une émission commune sur la chaîne CNBC, appelée Posner-Donahue. Par ironie du sort, cette émission sera arrêtée en raison des pressions exercées pour censurer certains propos. Plus tard, le talk-show personnel de Donahue est lui aussi arrêté à cause de sa critique de la guerre en Irak. Le présentateur, qui critiquait avec autant d'ardeur la censure soviétique, finit par en être victime depuis son propre camp. Donahue et Posner présenteront d'autres télépons ensemble. En mai 1986, ils referont une deuxième édition de l'échange entre Leningrad et Seattle, cette fois-ci appelée Sommet des citoyens 2, les femmes parlent aux femmes, Leningrad-Boston. Pour éviter d'être pris au dépourvu, Posner explique cette fois-ci aux femmes que certaines questions risquent de les surprendre, et qu'elles ne doivent pas se laisser intimider. Ce télépon est surtout resté dans la mémoire pour une citation culte prononcée par l'une des participantes. Une femme américaine déplore le fait que les publicités aux États-Unis sont extrêmement sexualisées, et demande si tel est le cas en URSS. Я хотела бы сказать, что у нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама? Une femme soviétique, Людмила Ivanova, prend la parole et dit « Секса у нас нет, и мы категорически против этого. Это ошибка. Et ainsi, la phrase « Il n'y a pas de sexe en URSS » est devenue culte, utilisée pour souligner le ridicule de certains tabous soviétiques. Après tout, personne ne pouvait sincèrement croire qu'il n'y avait pas de sexe en URSS. Et la tentative de l'affirmer était interprétée comme cette sorte d'obéissance idéologique poussée à l'absurde. Mais ce n'était pas du tout ce qu'Ivanova essayait de dire. Plus tard, en interview, elle affirmera avoir prononcé le mot sexe pour la première fois de sa vie au cours de cette émission. Et qu'à l'époque, et même au moment de l'interview, elle percevait le terme comme quelque chose de sale. Selon elle, ce qu'elle voulait dire était qu'en URSS, il n'y avait pas de sexe, il y avait de l'amour. Et malgré ses tentatives de rectifier les faits, la phrase est restée. Vladimir Mokoussev, le réalisateur de l'émission, s'en souvient ainsi. Lorsque je montais l'émission, Ivanova a téléphoné au studio et m'a demandé de supprimer la phrase. J'étais face à un dilemme. Je réalisais qu'après l'émission, Ludmila pourrait avoir des problèmes avec sa famille et ses amis et d'autres personnes, et qu'elle deviendrait une cible de blagues. En revanche, retirer de l'émission ce qui reliait le mieux les deux studios, l'humour, me paraissait impossible. J'ai donc laissé la phrase historique, même si j'ai attiré l'ire de son autrice. Et en effet, Ivanova est pour toujours restée la cible de blagues incessantes. Employée d'Intourist, agence de voyage en URSS pour étrangers, elle a eu beaucoup d'ennuis et des réprimandes de la part de ses supérieurs. Et on l'aurait même reconnue dans la rue pour son intervention iconique. Mais à part ces citations légendaires, ce télépon est resté moins politiquement chargé que le précédent.
Les téléponts entre les États-Unis et l'URSS continuent tout au long des années 80, et les sujets vont des discussions scientifiques sur la colonisation de Mars au télépont pour enfants de 1988, animé par les Muppets d'un côté et les poupées de Bonne Nuit les enfants soviétiques de l'autre. On voit Kermit et Miss Piggy se rendre en URSS pour négocier avec le porcelet Khrushchev, puis chacun diffuse un reportage humoristique qui moque gentiment l'autre camp. Les Américains racontent l'histoire d'amour malheureux entre un éléphant russe et une danseuse de ballet qui s'est enfuie à l'étranger, tandis que les Soviétiques montrent un ours en pleine désillusion du rêve américain. Finalement, les téléponts dépassent même la notion de diplomatie citoyenne dont ils étaient issus, quand la chaîne ABC organise une série de discussions entre les politiciens soviétiques et américains appelées Capital to Capital, qui ont lieu entre 1987 et 1989. Le genre du télépont a été une étincelle rapide sur le ciel télévisuel. À force que les réformes de la perestroïka se dessinaient et les relations diplomatiques s'amélioraient, ces échanges devenaient de moins en moins surprenants pour le public. Gorbatchev et Reagan ont signé le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire en 1987, ce qui a été un pas additionnel dans la réduction du risque de guerre nucléaire. Et l'intérêt de parler aux soviétiques a semblé se dissoudre du côté américain au moment où la menace a disparu. Le programme d'échange des Salem Institute culmine lorsqu'il sponsorise la visite de Boris Yeltsin aux États-Unis en 1989. Le futur président russe aurait été tellement surpris par l'abondance matérielle qu'il a vue là-bas que cette visite, de manière indirecte, aurait été le déclencheur de son départ du Parti communiste et des événements qui s'en sont suivis. La nouvelle réalité politique avait besoin d'un système de communication plus stable. La passion pour les téléponts s'éteint, mais une nouvelle invention plus discrète, mais qui finira par devenir beaucoup plus révolutionnaire, vient les remplacer. Il s'agit du modem. Parmi les premières tentatives de connecter l'URSS et les États-Unis par Internet, il faut citer le travail d'Evgeny Velikov, qui était le vice-président de l'Académie des sciences de l'URSS et un grand activiste pour la paix et le désarmement nucléaire suite à la catastrophe de Tchernobyl. À l'époque, il avait déjà participé à l'un des téléponts et avait prononcé un discours si puissant qu'il est devenu connu aux États-Unis. En 1986, grâce à son réseau qui incluait les époux Murphy des Salem Institute, il a créé un projet intitulé Velham, des noms de Velikov et de David Hambo, président de la corporation philanthrope Carnegie. Le projet visait à créer une ligne directe entre les écoliers américains et soviétiques. Pour cela, Velikov aide à organiser le premier club informatique pour enfants à Moscou. Le matériel a d'ailleurs été acheté par la star des échecs soviétiques Garry Kasparov. Internet devient une ligne de dialogue plus stable et disponible à tout moment. Et ainsi s'ouvre un nouveau chapitre des technologies de communication en URSS qui sera un sujet pour un autre jour. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. En cliquant sur le lien en description, vous profiterez des 83% de réduction, soit 2 € par mois et 4 mois gratuits, pour être protégé sur internet et accéder au contenu exclusif. Et moi, je vous retrouve bientôt sur les ondes de la culture russo-soviétique.